Salut à toutes et à tous et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% draft et NCA pour le site Dunkebdo. C'est Alan au micro. Je vous dis tout de suite, je suis enrhumé, mais on va quand même faire cet épisode parce que je suis super content de vous retrouver pour parler prospects sur l'antenne de One and Done. Alors la saison NBA approche et avec elle également la saison NCA, c'est pas le même niveau de jeu mais c'est le même sport. Et en fait on va pouvoir grâce à ça voir les meilleurs jeunes joueurs universitaires très vite et commencer à les projeter pour la draft de juin prochain. C'est ce que je vais essayer de faire toute cette saison dans One and Done. Ce que j'avais envie de faire, je commence tout de suite l'épisode. Je vais pas aller par quatre chemins. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti un épisode, je suis super content, donc on va direct commencer. Ce que j'avais envie de faire donc pour cette rentrée un peu, parce que c'est un petit peu la rentrée de One and Done, c'est de parler des joueurs en fait qu'on a vus l'an dernier en NCA et qui ont décidé de revenir. Ça pouvait être par choix, ça pouvait être par contrainte, ça pouvait être utile, ça pouvait être une belle connerie. Quoi qu'il en soit, c'est des joueurs qui sont en NCA pour la saison 2018-2019 et qu'on projette au premier tour de la draft l'an prochain, selon certains spécialistes de pré-saison. Je choisis de parler de ces joueurs-là parce que, en fait, la politique de One and Done, c'est vraiment essayer de parler de choses qu'on connaît et qu'on maîtrise. J'ai pas tout de suite envie de parler des Zion Williamson, des Nasir Little, de ces joueurs-là dont tout le monde parle, parce que les highlights des matchs de high school et de AAU, ça m'intéresse pas trop. Les highlights de Kentucky face aux Bahamas, pareil. Les scouts, ça les intéresse, mais pas non plus trop, ça les intéresse, parce qu'il y a des joueurs qui sont quand même notables. Donc moi j'ai envie de commencer par des joueurs qu'on a pu voir l'année dernière en NCA, les voir en match, et les étudier. Et donc j'ai fait un petit top 10 en fait. Le top 10 de One and Done des joueurs qui sont de retour en NCA cette saison, donc qui sont pas des freshmen, minimum sophomore, toutes positions confondues, et qui pour moi peuvent viser le premier tour en juin prochain. Alors il y a des tiers, bien sûr, vous avez l'habitude, souvent on fonctionne par tiers, c'est pas un classement qui se vaut de 1 à 10. C'est plus par groupe, mais il me fallait 10 joueurs, donc j'en ai pris 10. Il y en a d'autres aussi que je pouvais mettre dans ce top 10, des mentions honorables. Je peux commencer par ça d'ailleurs. Jared Culver, un poste 2-3 de Texas Tech qu'on avait pu voir beaucoup si on regardait Zaire Smith du côté de Texas Tech. C'est un joueur qui va prendre de l'importance du côté des Red Raiders cette saison. C'est un joueur qui peut être intéressant. Haute mention honorable qui me traverse un petit peu l'esprit comme ça. Quade Green de Kentucky, et encore je suis pas tellement sûr de tout cela. Donc pour les mentions honorables, on verra plus tard. J'avais préparé plutôt 10 joueurs à se concentrer sur ça. Et le numéro 10, c'est Sagaba Konate. Sagaba Konate, c'est un intérieur qui joue dans la fac de West Virginia, les Mountaineers, donc West Virginia dans la Big 12. Sagaba Konate, c'est un intérieur, il faut pas l'embêter, quoi. C'est une boule de muscles. En fait, Konate, il prend énormément de place au sein de la défense de West Virginia, cette défense qui demande beaucoup d'énergie parce que l'équipe joue, et je le dis souvent, je le disais beaucoup dans la chronique NCA Hebdo avant, c'est une équipe qui se veut qui fait de la presse tout terrain et compagnie. Et Sagaba Konate, lui, c'est un joueur qui arrive à surnager un petit peu de cet effectif parce que il prend énormément de place, comme je l'ai dit, mais il est petit. C'est un peu un cube, Sagaba Konate. Si tu lui rajoutes 5 cm, on en parle beaucoup plus haut à la draft. Il fait que 2m03, ce qui pour moi est un petit peu petit pour les intérieurs modernes. Mais il compense tout ça par une activité débordante. C'est un pitbull sur le terrain, Sagaba Konate. En fait, il a monté un peu les classements de draft l'an dernier parce qu'il a fait une grosse marche madness. C'est un très fort contreur. Il a, comme j'ai dit, activité débordante, qui prend des rebonds. Il fait un peu ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Il avait plus de 5 comptes par match l'an passé si on mettait ses stats sur 40 minutes, ce qui en fait une vraie menace à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le côté positif de Sagaba Konate. Défensivement, c'est ça. Offensivement, c'est beaucoup de jeux sans ballon. Il finit beaucoup proche du cercle. C'est des choses qu'il pourra transmettre en NBA, mais s'il pouvait améliorer, une panoplie, ça serait pas mal. C'est beaucoup lui demander. Je suis pas sûr qu'il en soit capable. Il faut qu'il soit plus discipliné avec le ballon. Mais Sagaba Konate, pour moi, il mérite sa place dans ce top 10 au début parce que c'est un profil atypique et
il peut aider en fait. Il peut aider dans une rotation. Là, on est dans les joueurs qui peuvent aider, je pense, dans une rotation NBA. Et Sagaba Konaté remplit ce rôle-là. 9e et un petit peu dans le même, pas du tout dans le même profil que Sagaba Konaté, mais dans le même tiers si on veut. C'est Nickel Alexander Walker, le guard de Virginia Tech. C'est le cousin de Shai Gilgeous-Alexander. Vous avez sûrement remarqué le nom. Donc Nickel Alexander Walker, qui est le cousin de Shai. C'est un combo guard aussi qui vient du Canada, qui était un freshman l'an passé et qui a montré des belles choses dans sa première saison à Virginia Tech. Il était le 3e guard en gros de l'équipe derrière Justin Bibbs, qui est plus là, qui a fait une partie de la pré-saison et de la Summer League avec les Celtics, et Justin Robinson qui lui va être là. Mais sur les moments où il était sur le terrain, Alexander Walker, il a montré beaucoup de choses. J'ai trouvé son tir qui était une question plutôt solide, c'était 40% à 3 points sur quasiment 4 tentatives par match. C'est un joueur qui est aussi bien à l'aise avec ou sans ballon. Il est plutôt créatif balle en main, ça j'aime bien. Il peut faire des choses intéressantes et il va avoir en fait plus de pouvoir. Je mets Nickel Alexander Walker dans ce top 10 parce qu'en fait cette année il va avoir plus de pouvoir. Il a gagné 1 an d'expérience et j'ai de l'espoir sur le Canadien. Je pense que Virginia Tech, c'est un programme qui ne sort pas forcément énormément de joueurs, mais ça joue un basket qui n'est pas aussi dégueulasse à regarder que d'autres. Son choix d'université d'ailleurs était un petit peu surprenant parce que c'était un joueur qui était quand même assez haut dans les classements. Selon certains classements, celui d'ESPN des lycéens, il était devant Shai Gilgeous-Alexander, par exemple. Il avait choisi Virginia Tech, bon, on va voir, mais je pense qu'il a le profil. Et s'il se développe un peu, il peut vraiment faire des choses intéressantes. Et je le projette à un joueur de rotation NBA, pareil, en fait. Un guard qui peut être solide en NBA, c'est ce qu'on demande dans cette zone-là. 8e joueur, il s'établit toujours dans ce tiers-là. Il y a 4 joueurs dans ce tiers, en gros. 7, 8, 9, 10, c'est le même tiers. C'est des joueurs que je pense qu'ils peuvent être de rotation NBA. Après, voilà, ils ont une saison sous le coude. Il va falloir vraiment regarder encore plus. La 2e saison va être un révélateur pour pas mal de ces joueurs. 3e, donc qui est 8e justement, c'est PJ Washington de Kentucky. Alors oui, normalement il devait pas tellement être là. C'était une des top recrues de John Calipari. C'était un joueur qui a toujours dominé, surtout en high school, physiquement, donc il n'avait pas eu tellement de problèmes. Et là il est arrivé à Kentucky, il a eu des pépins physiques, des pépins d'adaptation, d'équipe tournait pas. D'ailleurs c'est pour ça que des joueurs aussi ont dû rester à Kentucky, comme Nick Richards par exemple, ou Quade Green, dont j'ai parlé précédemment. Mais c'est PJ Washington, je pense, qui a le plus subi en termes de code de draft la saison dernière de Kentucky. Il était pressenti pour être au premier tour, il a dû retourner à l'université parce que sa cote dégringolait. Mais ça reste un prototype intéressant. Il peut avoir un rôle en tant que forward en NBA, post 3-4. On aurait appelé ça un twinner il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on n'appelle plus tellement ça un twinner, on appelle ça un forward et ça se colle dans certains aspects du jeu moderne. Comme je l'ai dit, sa saison, elle n'était pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Knox, Hamidou Diallo ont été un petit peu plus dans la lumière que lui, ont surnagé. Lui, il a eu des pépins physiques. Calipari, il savait pas tellement comment le faire jouer, ce qui ne me surprend pas de sa part. Il doit améliorer son tir est pas bon, il a pas une bonne mécanique. Après, physiquement, au rebond, dans la finition près du cercle, c'est un joueur intéressant, c'est un joueur qui a du bagage, quoi. Tu t'es pas à ce niveau-là dans les classements lycéens si t'es vraiment une buse. Et PJ Washington, je sens vraiment qu'il est capable de passer un palier cette année. Il peut être le leader de cette équipe de Kentucky, où il y a beaucoup de freshmen encore qui arrivent, il y a un peu plus de joueurs expérimentés que l'an passé et qu'il y a 2 ans. Mais PJ Washington, il peut faire son trou. Et moi, je pense que ça peut être un joueur de fin de premier tour à la draft. Je l'ai moins regardé que d'autres. Donc, et je vais pas mentir en disant 20 000 choses sur son jeu. Je pense que ça peut être un forward moderne. S'il est bien coaché, bien modelé, un joueur vraiment intéressant. 7e de Stubby, c'est donc dernier de ce tier 1, en gros. C'est Jalen Haynes, le meneur de UCLA. Meneur de UCLA qui a connu une première saison vraiment compliquée. Il devait prendre la succession de Lonzo Ball et il s'est retrouvé sur le banc. D'ailleurs, Aaron Holiday, plus drafté au premier tour, peut vraiment lui dire merci. Parce que si Aaron Holiday
vu sa cote monter et s'est fait prendre par les Pacers là où il a été pris, c'est parce que Jalen Haynes a totalement foiré sa saison. Il n'est pas le seul responsable, c'est clair. Mais il n'a pas réussi à vraiment s'adapter au jeu NCAA. Son coach Steve Alford essaie vraiment de faire un jeu avec deux guards ensemble, donc Haynes et Holiday, ça n'a pas marché parce que essayer de faire jouer Jalen Haynes off-ball, ça a été vraiment une catastrophique. Il a semblé à contre-temps toute l'année. C'est un joueur qui aime avoir le ballon en main. Mauvais jeu de mots quand on s'appelle Jalen Haynes, je le sais. Mais il a besoin d'avoir le ballon en main. Il n'y a plus Aaron Holiday cette année, il va avoir le ballon en main. Son association avec Chris Wilkes, dont je vais pas parler après, m'intrigue énormément parce qu'il aime avoir le ballon en main. Il doit montrer qu'il peut être un petit organisateur de jeu. Moi, je le projette en meneur backup, Jalen Haynes. Et si il veut être ce meneur backup, il faut qu'il prouve en NCAA qu'il est capable d'être un meneur titulaire. C'est comme ça que ça marche. C'est un shooter plutôt correct. 37% à 3 points l'an passé. Pour sa taille, il arrive à bien finir au cercle, à être un rebondeur solide. La saison 2018-2019, pour lui, c'est l'occasion de montrer qu'il peut se prendre en main en attaque. Il sera plus off-ball, majoritairement du temps. Et ça, je trouve que c'est super bien pour lui, qui peut vraiment essayer dans ce collectif californien UCLA de faire des bonnes choses. Surtout qu'il a vraiment une carte à jouer, parce que cette QV 2019, de ce qu'on la voit pour le moment, de ce qu'on voit d'elle pour le moment, au terme de meneur, il y a quelque chose à faire pour lui. On a des meneurs freshman, il y en a plein comme d'habitude. Darius Garland qui est à Vanderbilt, Trey Jones, le petit frère de Tyus Jones qui est à Duke, Javon Quinerly de Villanova, mais lui on n'est pas sûr qu'il aura du temps de jeu, Ashton Hagans du côté de Kentucky, mais il n'y a pas grand monde en fait. Et si une équipe entre 20 et 30 cherche un meneur backup, Jalen Haynes il pourrait être ce joueur-là, mais il faut qu'il confirme sa saison. Donc ce premier tiers là, donc Sagaba Konate en 10, Nickel Alexander Walker en 9, PJ Washington en 8, Jalen Haynes en 7, c'est 4 joueurs qui finissent un petit peu ce top 10, et je pense que c'est des joueurs qui peuvent avoir un rôle dans une rotation NBA en gros. Voilà. Et là on passe aux choses peut-être un petit peu plus sérieuses, avec déjà en 5 et 6, deux joueurs qui jouent dans la même équipe, c'est deux joueurs de Gonzaga, donc c'est Rui Hachimura en 5 et Kokoriko Kylian Tilly en 6. Alors, je vais pas mentir, Gonzaga, c'est difficile d'appréhender leurs joueurs. Ils jouent dans la WCC, qui est une conférence où il n'y a pas de gros matchs. Pour ça qu'il la gagne chaque année. Donc, il faut essayer de trouver les matchs où ils jouent des équipes un petit peu plus fortes pour situer le niveau de leurs joueurs. Kylian Tilly, donc le frère de Kim Tilly, c'est un joueur que, en fait, j'aime bien dans l'énergie qu'il apporte. Il a développé des choses dans son jeu entre son année 1 et son année 2. Son shoot notamment, il prenait quasiment 3 fois plus de tirs à 3 points qu'avant. Il avait un rôle plus important dans le jeu offensif de son équipe. Après, j'ai quand même du mal à le projeter autre chose qu'un intérieur énergique en NBA. Il faudrait vraiment qu'il prouve autre chose durant sa saison à Gonzaga. Physiquement, il n'est pas au niveau des monstres qui existent en NBA aujourd'hui. Il aurait du mal à protéger une raquette. Après, je pense pas qu'on lui demanderait parce que c'est pas le rôle que je le vois jouer. Mais alors, quel rôle on le voit jouer ? Moi, c'est celui d'un joueur énergique. Il va falloir quand même qu'on essaie de parler un bon français dans One and Done. Après, ça reste un profil intéressant. Vous l'entendez à ma voix. Je suis pas fan de Kylian Tilly. Je le mets là parce que il faut le mettre dans ce top 10. C'est quand même un bon joueur et il a une cote intéressante à la draft. J'ai envie de plus le regarder cette année. Il faut que je le regarde vraiment plus pour l'étudier, pour le projeter. Il y a pas mal de spécialistes américains qui aiment bien son profil un peu détonnant, très énergie, un peu bagarreur, genre qui se bat, mais qui a une panoplie offensive passable, selon moi, avec un tir qui est en constante amélioration. À voir. Moi, je suis pas sûr de ça. C'est pour ça que je le mets un cran en dessous de Rui Hachimura, son compère d'origine américano-japonaise de Gonzaga, qui lui est un joueur un peu différent. Qui est projeté aux alentours entre 15 et 20, donc ce qui est aussi à suivre. J'ai pas trop vu également Rui Hachimura. Je mets un petit peu ces deux joueurs de Gonzaga ici dans ce milieu de top 10 parce que selon pas mal de spécialistes, ils sont devant les joueurs que j'ai cités auparavant et de ce que j'ai vu, ils le sont et je les projette de la même manière, mais j'en ai pas vu assez et qui ont de la concurrence assez forte pour vraiment me faire une idée des deux Bulldogs. Les 4 derniers en gros qui terminent ce top 10. Alors il y a Chris Wilkes
en numéro 4, que je mets un peu tout seul, parce que les trois autres sont vraiment devant Chris Wilkes, c'est le poste 3 de UCLA. UCLA avait repris Jalen Haynes et Chris Wilkes, ça devait potentiellement être deux one and done. Résultat, ils sont tous les deux de retour du côté du campus de UCLA parce qu'ils ont connu des saisons difficiles. La vie sans Lonzo, on peut rigoler de Lonzo Ball, mais la vie sans Lonzo Ball, Bryce Alford et compagnie a été très compliquée pour Steve Alford, le coach. Ça n'a pas marché, et puis voilà. Chris Wilkes, j'ai beaucoup d'espoir en lui. J'aime beaucoup Chris Wilkes et je le mets ici. Je le surcote peut-être même un peu parce que s'il arrive à améliorer son dribble, c'est un super talent. C'est un poste 3 que je projette pleinement NBA. Il faut juste qu'il améliore son dribble. J'avais été très dur l'année dernière par exemple sur Miles Bridges et son dribble. Là, je suis très dur avec Chris Wilkes sur son dribble. Il faut qu'il améliore son dribble. Son shoot, c'est aussi une question, mais moins que son dribble. À l'heure où on parle, ça reste quand même un poste 3 qu'on peut projeter comme un scoreur, un joueur qui va gagner de l'importance cette année, qui a une envergure qui lui permet d'avoir un réel avantage sur tous les défenseurs adverses qu'il a pu affronter. Il est un peu filiforme, mais c'est vraiment un mec qui va gagner à aller en NBA. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'il aille en NBA, pour bosser sur ses fondamentaux. Passe, dribble. Et vraiment améliorer une palette de scoreurs qui pour moi est forte. C'était aussi un top lycéen recrue de la part de UCLA. C'est un joueur que je projette dans l'NBA moderne parfaitement, juste qui travaille sur ses fondamentaux parce qu'il a un talent très très intéressant selon moi, et c'est pour ça que je le mets ici. Pour moi, il n'est pas au niveau des autres. Je pense pas que d'autres spécialistes draft le mettent à cette place-là, mais j'ai vraiment quelque chose pour ce joueur-là que je trouve vraiment hyper intéressant pour la draft. Le top 3. Je vais donner le top 3 un petit peu, on va pas faire de surprise. Donc en numéro 3, j'ai Deontay Porter de Missouri, le frère de Michael Porter. En numéro 2, j'ai DeAndre Hunter, le joueur de Virginia. Et en numéro 1, mon prospect numéro 1 qui est de retour en NCAA, c'est Daniel Gafford, l'intérieur d'Arkansas. Donc Deontay Porter de Missouri, c'est le frère de Michael Porter, tout le monde le sait. C'est celui de Porter qui a le plus joué, en vrai. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Porter a joué 3 matchs, je crois. 3-4 matchs. Deontay Porter, il est hyper jeune. Il est plus jeune que certains freshmen alors qu'il va entamer sa deuxième saison. C'est un très fort rebondeur. Il joue très bien le pick and roll. Il est bon pick and pop. Ce qu'il a montré en un an NCAA, c'est tout ce que la NBA moderne aime en fait. C'est pour ça qu'il est là. Et DeAndre Hunter, dont on va parler après, c'est exactement la même chose. C'est des joueurs qui ont montré des choses qui sont hyper utiles en NBA et donc leur cote monte. Ils sont de plus en plus importants ces joueurs-là. Il faut qu'il apprenne à défendre un petit peu plus intelligemment, Porter, tout simplement pour rester sur le terrain. Parce que si les intérieurs font trop de fautes, ils sortent du terrain. C'est un adage. Et pourquoi pas être aussi en meilleure condition physique. En fait, la chose qui est criante quand on le voit jouer, c'est un manque d'explosivité. Il n'est pas capable d'exploser vers le panier. Il a d'autres choses dans son jeu. Son profil reste super intriguant à Deontay Porter. Il doit améliorer ses choix en attaque. Mais voilà, comme j'ai dit, il est super super jeune. Il a une saison sous le coude, il va prendre de l'importance cette année. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui le voient top 15. Et de ce qu'on voit, c'est vraiment possible. Parce que il a ce profil atypique qui est hyper intéressant. Soit il y a des équipes qui vont l'adorer, je pense. Et elles peuvent vraiment avoir un crush sur lui. Et en faire un haut choix de draft. Deuxième, donc DeAndre Hunter de Virginia. Là, on arrive vraiment dans les très bons jeux, dans les bons joueurs. Hein. Des joueurs qui ont vraiment qui peuvent être loterie. Pour moi, voilà, ces trois-là. Porter, Hunter, Gafford, avant la saison, je pense qu'ils peuvent être loterie. Ça peut être des loteries piques. DeAndre Hunter, c'est le joueur que les scouts adorent. Ils vont adorer, mais tellement. Vous allez en entendre toute l'année. Il est parfait, celui-là. C'est un joueur parfait que les scouts adorent. C'est le joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Ça, on va vous bassiner avec. Comme pas mal de joueurs de Virginia. J'avais été dans le podcast de Pierre que je salue pour parler de DeAndre Hall, qui avait été drafté par le Thunder. C'est ce genre de joueurs de Virginia qui se font parfait dans un collectif. Mais moi, en fait, j'ai envie de le voir évoluer cette année, DeAndre Hunter. Ce qu'il a montré pour son année freshman, c'est quoi? Capable de défendre sur quasiment toutes les positions, propre en attaque, mais sans prendre de risques. Ce qui est très important, attention. Il aurait pu aller à la draft et être pris à la loterie, je pense. Mais s'il a décidé de rester, c'est pourquoi? Parce que j'ai envie de voir s'il peut prendre plus de place dans l'attaque de son équipe.
s'il peut améliorer sa mécanique de tir, parce que je la trouve vraiment moyenne, s'il peut créer son tir aussi, s'il peut créer son tir bien sortir des écrans, il sortait mal des écrans l'année dernière, s'il peut mieux sortir des écrans, créer son tir, améliorer son dribble, poser le ballon au sol, regarder un petit peu, et son duo avec Kyle Guy, qui est aussi un joueur intéressant, une petite gâchette de l'équipe de Virginia, il est à suivre. Et Hunter, en fait, il peut faire ce qu'avait fait un OG Anunoby il y a 2 ans. C'est-à-dire mais OG Anunoby s'était blessé, pour ça qu'il était descendu. Si Hunter ne se blesse pas, il peut être pris très très haut par une équipe qui va se présenter à la draft, pas avoir besoin de drafter une superstar par exemple. Tu as juste d'avoir un bon joueur, un solide joueur, et elle va prendre DeAndre Hunter. Parce que ses capacités, son alliage de défenseur sur diverses positions et une propreté en attaque, elle est parfaite. C'est rien de transcendant, bien sûr, c'est pas un joueur générationnel, mais c'est un joueur qui fait vraiment des choses hyper intéressantes. C'est pour ça que je l'ai dans cette deuxième position. Je l'ai pas premier parce que j'aurais pu l'avoir premier, mais en fait j'aime trop le joueur qui est devant, en fait, Daniel Gafford d'Arkansas. Alors lui, bon aussi, il a été débile. S'il s'était présenté à la draft, il aurait été pris en loterie, je pense. Je pense qu'il aurait été pris en loterie. Et Hunter, les deux. Ils auraient été loterie pick l'année dernière. Ils ont décidé l'inverse. Ils font comme ils veulent. Gafford d'Arkansas, c'est intérieur filiforme. En fait, vous voyez le mot tonique, il a été inventé pour Daniel Gafford. Il est tonique, Daniel Gafford. Son jeu, il est top sur pick and roll. Il pose des très bons écrans. Ensuite, il explose, il plonge vers le cercle. Il est bien trop rapide et bien trop vif pour tous les défenseurs adverses en NCAA, donc c'est pour ça qu'il domine. Grâce à ça, il va sur la ligne, il y a toujours un temps d'avance. Et défensivement, vu qu'il est tonique et rapide, son envergure lui permet de protéger le cercle sans être un défenseur hyper intelligent. C'est pas un défenseur hyper intelligent, mais vu qu'il est en NCAA et qu'il a ce profil-là, il arrive quand même à dominer. Il aurait dû se présenter l'année dernière, je le répète. Alors le cliché serait de se dire quoi ? Il est resté pour quoi ? Bosser sa panoplie offensive, c'est un truc qu'on entend. Il faut qu'il ait une bonne panoplie offensive. Oui, bon, on est en NCAA, on sait pas trop. Ce qu'il faut dire, c'est que Gafford, il a une panoplie vraiment rudimentaire pour le moment. Les 2 choses sur lesquelles il peut bosser, c'est son jeu d'eau au panier. Sa mécanique de tir, elle est passable. Il peut l'améliorer. Mais sur quoi il peut poser, c'est sa panoplie offensive et son physique. Parce que moi, je le projette en 5 en NBA, surtout en 2018, et il est vraiment un peu fin pour le moment. Donc ça pose un problème. Si les Américains sont bons pour ça, il va passer du temps en salle de sport et avoir un programme nutritionnel. Normalement, il devrait prendre des kilos sans perdre trop d'explosivité, parce que là, il est totalement surexplosif. Donc il faut qu'il garde ça, mais qu'il tempère un peu, en prenant un peu de gabarit, parce que c'est une jungle la NBA. Et s'il joue poste 5, tous les soirs, il va devoir se taper des énormes baobabs et des morceaux de la viande en face. Donc il va falloir vraiment qu'il prenne un petit peu en gabarit. C'est 2 choses sur lesquelles pour moi il doit travailler. Mais ça reste pour moi le prospect numéro 1 qui revient à NCAA cette année, Daniel Gafford, donc le joueur des Razorbacks d'Arkansas dans la SEC. J'espère que ça vous a plu. Je vais rappeler le top 10 avec les tiers un petit peu avant de se quitter. Donc c'est en numéro 10 Sagaba Konate, l'intérieur de West Virginia. Nickel Walker-Alexander en numéro 9, le cousin de Shedrius Alexander qui joue à Virginia Tech. PJ Washington de Kentucky et Jalen Haynes de UCLA. Ça, c'est les 4 joueurs qui sont de 10, 9, 8, 7. Ensuite, on a Killian Tilly, Rui Hashimura et Chris Wilkes. Donc en 6, 5, 4. Donc 2 joueurs de Gonzaga, des intérieurs. Donc il faut plus que j'étudie pour vraiment avoir un avis tranché. Et l'autre, c'est Chris Wilkes, l'ailier de UCLA. Et ensuite, on a John T. Porter en numéro 3 de Missouri, DeAndre Hunter de Virginia en numéro 2. Et mon prospect numéro 1, Daniel Gafford, le joueur d'Arkansas. L'intérieur tonique. Je vous dis, il est tonique. J'espère que ça vous a plu. Je suis super content d'être de retour. J'ai pas pu faire autant d'épisodes que je voulais avant. Je m'en excuse. Il va vraiment falloir qu'on se retrouve beaucoup plus pour interagir par les drafts. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, des joueurs dont j'ai pas parlé, des joueurs que vous aimeriez que j'étudie le profil, avec plaisir. Franchement, One and Done, j'ai envie que ça devienne un petit peu une plateforme où on discute draft. Aussi, on peut le faire aussi dans le podcast Dunk Hebdo si vous avez des questions. Mais si vous avez des questions draft, j'aurai le plaisir d'y répondre dans One and Done. Moi, je vous laisse. Je vous retrouve très vite.
et salut.